Et bonsoir à toutes et à tous. Bah, écoutez, j'espère que vous allez bien. Une petite émission un peu spéciale. Du coup, je suis avec Vincent. Salut Vincent. Salut à tous, salut Maxime. Voilà, donc on est là tous les deux pour vous présenter le club espagnol qui nous attend en Champions League contre Dortmund, donc Villarreal. Bon, on vous fait une émission enregistrée parce que moi je ferai du déplacement et puis Vincent aussi, donc on enregistre ça à l'avance parce que j'aurai pas l'occasion de vous faire le live en direct comme d'habitude. Donc voilà, on va vous présenter Villarreal dans ces contours qu'on a pu chercher sur Internet et dans nos connaissances. Et au moins, ça permettra d'en connaître un peu plus sur l'adversaire qui nous attend mardi soir. Déjà, Vincent, la forme depuis la dernière fois, tout va? Ça va mieux. Ça va mieux. Et ça Bon. va, ouais, tu es en forme. Et surtout chaud, surtout en forme, que le jour J s'approche pour qu'on se revoie et qu'on fasse ce match tous les quatre. C'est clair, c'est clair. Donc, c'est vrai que là, on est en train d'enregistrer l'émission, on est jeudi, donc le match du week-end n'est pas encore passé et il y a encore quelques jours à attendre. Écoute, Vincent, on va commencer directement par le vif du sujet, donc le club qui nous attend, donc le Villarreal, le club espagnol. Toi, du coup, si je te dis Villarreal, qu'est-ce que ça te fait penser avant que je prenne la parole pour présenter le club? Bah écoute, déjà, moi, de mon côté, on va pas se mentir, c'est la beauté de cette couleur jaune. Là, on a les mêmes couleurs, les identiques, et on aura l'occasion de voir un Villarreal sous une tunique or jaune, parce que c'est vrai que c'est souvent sous cette couleur Ouais, qu'on peut les voir jouer, hein. ouais. Donc voilà. Écoute, ce que je te propose, c'est que je prends tes petites chips ou autres, et je vais te raconter l'histoire de Villarreal, ou comme on dit en espagnol, prends des tapas, et on est parti pour parler de Villarreal. Donc du coup, Villarreal est un petit club de village devenu un géant d'Europe. Donc l'histoire d'un sous-marin jaune, donc la manière qu'on les appelle, qui a émergé des profondeurs pour briller au plus haut niveau. Pour présenter un peu la ville, où est-ce qu'elle se situe, donc on prend l'Espagne, on va tout à l'est et on se met au nord de Valence, et voilà, il y a la ville de Villarreal qui s'y situe. Petite ville quand même que de 50 000 habitants, c'est pas une énorme ville, mais qui a un grand club. Alors pour commencer ses débuts, on va partir dans les années 1923 avec un petit club de la province de Castellón, donc, qui a été créé le 10 mars 1923 sous le nom de Club Deportivo Villarreal. C'est un club qui a évolué pendant des décennies dans les divisions régionales, sans une grande influence nationale. La ville elle-même, comme on l'a dit, elle est petite, 50 000 habitants, donc une petite ville pour commencer. On l'a dit juste avant, maillot adopté dans les années 1940-1950, inspiré par le jaune. Alors, pour le petit hasard, c'est vraiment un maillot qu'en fait, où ils ne savaient pas quelle couleur prendre, et ils ont vu dans un magasin local le maillot jaune, et ils sont partis sur cette couleur-là. Les surnoms, alors excusez-moi, mon accent espagnol n'est pas le meilleur, mais le El Submarino Amarillo, donc le sous-marin jaune, popularisé dans les années 1960 en référence à une chanson des Beatles. Nickel. Voilà, tout à fait. Et de base, j'ai joué en blanc et noir. En Ça, base, je savais. ok. Et écoute, voilà, moi tu me rajoutes une petite note à ce sujet. On va partir dans les années 1960 jusqu'à 1990, une ascension contrôlée. Pendant cette période, Villarreal navigue entre la seconde, troisième et quatrième division. Rien ne laisse encore présager un futur rayonnant, au tournant majeur, l'arrivée de Fernando Roig. Alors, qui est Fernando Roig? Donc c'est un président qui a repris le club en 1997, qui est un homme d'affaires du groupe Mercadona. Donc c'est des supermarchés en Espagne, le genre petit Carrefour City comme chez nous on peut retrouver, qui rachète le club.
et qui investit dedans. Donc, qui lance des grandes infrastructures, la formation, création d'une meilleure académie espagnole, qui est l'une des meilleures aussi en Espagne. Donc, on va pouvoir voir avec les joueurs qui sont sortis, et une gestion économique exemplaire. Villarreal devient l'un des clubs les plus mieux gérés d'Europe. 1998, première montée historique en Liga, donc sous José Antonio Irilegui. Donc Villarreal accède pour la première fois dans son histoire à la Liga. L'événement est historique pour une ville aussi petite, même si le club redescend l'année suivante, il remonte en 2000 et ne quittera plus l'élite. Année 2000, Villarreal devient un club européen sous l'entraîneur chilien Manuel Pellegrini, Pellegrini, ouais. qu'on va pouvoir parler après. Villarreal devient l'un des clubs les plus élégants d'Espagne. Les moments clés à retenir: 2004, qualification en Coupe UEFA, qu'on appelait à cette période. 2005, demi-finale de Ligue des Champions. Élimine quand même Manchester United, s'incline contre Arsenal après un penalty manqué de Riquelme. Premier grand exploit européen du sous-marin jaune, année 2008, un petit retour en seconde division. Non, en 2008, pardon, deuxième de Liga, autant pour moi. Meilleure saison de son histoire en championnat, seul derrière le grand Real Madrid, parce que c'est vrai qu'en Espagne, on entend souvent parler de Madrid, de Barcelone, de l'Atlético Madrid aussi, mais il ne faut Oui. pas oublier qu'il y a des Valence, des Villarreal et d'autres clubs importants derrière. 2012, le choc, la relégation. Après des années au sommet, Villarreal est relégué en 2012. Grosse surprise quand même pour tout le monde, mais le club se reconstruit immédiatement grâce à sa bonne gestion, ses jeunes joueurs, sa stabilité administrative et une remontée en Liga dès 2013. Les années 2013-2020, c'est un Villarreal qui s'installe quand même dans le top 6 de la Liga. Il retrouve chaque année quand même l'Europa League ou la Ligue des Champions. Demi-finale en 2016, équipe séduisante et stable. 2021, le plus grand titre de l'histoire, je pense qu'on s'en souvient un peu tous. Ils remportent leur première Europa Ligue League, Europa. voilà, sous un entraîneur qu'on connaît quand même, Unai Emery, spécialiste des compétitions européennes. Il remporte du coup en 2021 ce trophée. Finale contre Manchester United qui se termine au tir au but avec 11 pour Villarreal, 10 pour Manchester United. C'est le gardien Geronimo Rulli qui marque le tir au but final pour donner le trophée à son équipe. Premier titre majeur de l'histoire du club. Grâce à cette victoire, Villarreal joue la Super Coupe d'Europe 2021, perdue au tir au but contre Chelsea. 2022, demi-finale de Ligue des Champions, encore un exploit incroyable. Villarreal élimine quand même la Juventus, le Bayern, qu'on se souvient aussi, mais perd en demi-finale contre Liverpool. Pour un club d'une petite ville, c'est extraordinaire, c'est un exploit monumental. On arrive sur les années 2023-25, une période plus irrégulière, mais Villarreal reste compétitif, rotation d'entraîneurs, Sétienne, Pacheta, Marcelino, donc l'entraîneur actuel, toujours capable de beaux parcours, mais irrégularité en Liga. Le club continue de maintenir sa philosophie, formation, jeu de possession, stabilité financière. S'il faudra un peu résumer Villarreal au niveau de son identité, c'est une gestion saine, un modèle en Espagne, un centre de formation d'élite. Il y a quand même des Cazorla, des Jérémy Pino, des Pau Torres qui sont sortis de cette équipe. Un football technique et offensif, une stabilité familiale parce que le dirigeant de 1997 est toujours au bord, donc avec Roig qui dirige toujours. Un stade moderne, Estadio della Ceramica. Ouais. Voilà, un stade tout en jaune. Qu'on voit que ça dans la ville. Tu as déjà fait un déplacement là-bas à Villarreal ou Jamais. jamais? Jamais. Pareil, c'est pas. Mais on m'a toujours dit que ce stade était quand même impressionnant de jaune et de couleurs, et c'est vrai qu'il ressortait Dans la dans la ville. ville. Ouais, c'est ça. En résumé, la trajectoire du sous-marin, donc petit club régional transformé par Heroic, installé dans l'élite. Il y a quand même une demi-finale de Champions League, une victoire en Europa League, référence européenne malgré ses moyens modestes. Villarreal est l'exemple parfait d'un modèle durable alliant passion, gestion intelligente et identité
forte. Voilà Mhm. un peu ce qu'on peut dire sur la présentation de Villarreal dans les quelque peu que j'ai pu résumer et trouver sur Internet. C'est vrai qu'on a un Villarreal qui, au niveau national, qui a strictement aucun trophée, Oui. qui, à part une Europa League en 2021 et deux coupes intertotaux, euh, il n'y a strictement rien. Il y a pas de Liga, il n'y a pas du Coupe du Roi. C'est un peu le néant total. C'est vrai que j'ai été très surpris pardon, parce que je m'attendais au moins à un trophée de leur part. Bah, moi Mais, aussi. ouais, mais pas du tout. Mais c'est vrai que c'est une équipe, comme je l'ai un peu résumé, qu'on peut retrouver toujours dans le top 6, souvent dans les compétitions européennes. Mhm. Donc voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le Bah, club du Villarreal? au niveau de l'histoire, pas forcément, parce que bon, c'est vrai que l'histoire de ce club est quand même relativement petite, mais c'est reste quand même une belle histoire parce que c'est un club qui a démarré de rien, comme énormément, hein. Mais on a vu quand même que maintenant, même malgré leur manque de trophées national, ils, ils ont quand même un trophée européen. Et il faut le souligner que même maintenant, ça reste quand même un club très très populaire en Espagne et il fait quand même un petit peu peur. Oui, c'est clair. Bah, de toute façon, on va en parler justement après, même si c'est un Villarreal à double visage, hein, parce qu'en Mhm. Champions League, c'est pas la compétition actuelle où ils sont les meilleurs. Bah, du coup, ce que je te propose, c'est qu'on va partir sur les entraîneurs. Alors déjà, hop, deux petits entraîneurs mythiques. Le premier, Ouais. pour Manuel Pellegrini. tout à fait, Manuel Pellegrini, donc du coup de passage de 2004 à 2009. Sans doute l'entraîneur le plus marquant de l'histoire du club parce que quand même il fait une demi-finale de Ligue des Champions en 2006 comme on l'a dit, il finit deuxième de Liga, donc la seule fois où ils ont réussi à faire cet exploit et à lancer des sublimes joueurs comme Riquelme, Forlan, Senna ou Cazorla. Et le deuxième, Et le deuxième, on a affaire à Unai Emery. tout à fait, Unai Emery de 2020 à 2022. Donc c'est vrai que c'était un court séjour. Monsieur Europa League, on a envie de Ouais. l'appeler parce que il a avec Séville puis Villarreal, c'est lui qui remportait tout le temps les trophées. Donc l'homme du plus grand trophée de Villarreal qui remporte en 2021 l'Europa League, comme on a dit. On a d'autres entraîneurs aussi qui sont passés. Donc après, il faut plus connaître le championnat espagnol, mais Marcelino Garcia Toral de 2013 à 2016. José Manuel Llanieza, directeur, mais rôle crucial dans les entraîneurs. Victor Munoz de 2000 à 2002 pour les plus anciens. Paquito en Mhm. 2004. Et Juan Carlos Garrido de 2010 à 2011 qui sont pas d'âge. Mais les deux plus importants, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est Pellegrini et Bien Unai. sûr. Oui, bien Voilà. sûr. Donc voilà un peu au niveau des entraîneurs qui sont passés. Et du coup, maintenant, on est sur Marcelino Garcia Mhm. Toral. Est-ce que tu sais un peu quelque chose sur ce genre d'entraîneur ou... Je ne connais que de vue et que de nom, Voilà, que de nu que de... pour être Alors, honnête. écoute, je vais te le présenter aussi, comme ça on pourra en parler un peu derrière. Donc du coup, Marcelino, il est le 14 août 1965 à Riron, en Astourie. Avant d'être entraîneur, c'était un joueur, donc il n'a pas eu une carrière non plus extraordinaire. Il a évolué au Sporting de Riron, mais après une blessure au genou, ça l'a contraint d'arrêter relativement tôt sa carrière. Au niveau entraîneur, il a quand même un peu plus de bouteilles. Il a quand même donc du coup entraîné le club où il jouait, le Sporting Riron. Il a fait la Real Creativo de Huelva, le Racing Santander, la Real Zaragoza, Séville, Valence, l'Athletic Bilbao et ensuite Villarreal à deux reprises en fait. Il est venu une première fois de 2013 à 2016 où il arrive en janvier 2013 alors que Villarreal joue en Segunda Division et réussit à obtenir la remontée dès sa première saison. Il arrive à stabiliser du coup le club en Liga, demi-finale d'Europa League, comme on a dit tout à l'heure. Il le quitte en 2016 suite à des résultats un peu plus décevants et il quitte à un moment délicat juste avant des matchs de qualificatifs pour la C1.
et il fait son retour en 2023 jusqu'à ce jour. Un célèbre 13 novembre, Villarreal annonce le retour de Marcelino avec un contrat. Alors, moi, je l'ai trouvé jusqu'en 2026. Je ne sais pas s'il a prolongé depuis ou si c'est encore un peu plus long. Mais en tout cas, depuis son retour, il a progressivement redressé l'équipe selon le club. Son effet Marcelino et l'ambition. Il a battu plusieurs records. Il est devenu l'entraîneur avec le plus de victoires dans l'histoire de Villarreal, pardon, et a dépassé Manuel Pellegrini. Il vise haut lors de la saison 2025. Il parle d'objectifs européens ambitieux, notamment en Ligue des Champions. On va en parler justement après. Les objectifs, pour le moment, ne sont pas en adéquation. Au niveau de son style de jeu, donc j'ai relevé 4 points. Méthode rigoureuse. Marcelino est connu pour structurer ses équipes, être exigeant et très bien travailler tactiquement. Il a aussi un équilibre. Il sait construire des équipes offensives, mais aussi très solides défensivement. Au niveau de son leadership, il a une relation forte avec Villarreal. Ce n'est pas un simple coach de passage. Sa deuxième arrivée montre qu'il y a un vrai projet sur la durée et qu'il n'est pas là juste pour redresser le club. Résilience aussi dans les moments difficiles. Il parvient à redresser l'équipe et à restaurer la confiance. Au niveau du club, il est quand même très bien respecté au vu de sa direction et de ses joueurs parce que voilà, il donne son cœur, il a des compétences qu'il a prouvées, il a la confiance entièrement du club, étant donné qu'il est revenu quand même une seconde fois, donc c'est vrai qu'il y a une confiance envers lui. Il a quand même aussi un héritage, il fait partie des entraîneurs historiques de Villarreal aux côtés du grand Pellegrini. En résumé, si je pourrais te dire, Marcelino, c'est un pilier du Villarreal, un entraîneur capable de bâtir de grands succès, de porter des projets ambitieux et d'incarner l'identité du club avec fierté et efficacité. Au niveau de son système de jeu, de ce que j'ai vu un peu sur les derniers matchs, on est sur un 4-4-2. Donc, c'est un système habituel, normal qu'on peut rencontrer. Donc voilà un peu l'histoire du coach Marcelino pareil, dans ce que j'ai pu trouver et voir. On peut dire que c'est un coach qui convient parfaitement au club. Oui, bah, c'est pour ça que ça match et qu'il revient une seconde fois. Donc ça fonctionne. Après, on le voit et même on va en parler après aussi de leur saison actuelle. Hein. Ils sont quand même sur une bonne dynamique et ça a l'air de continuer. Donc, écoute, on espérera que contre nous, ça ne marchera pas. C'est tout ce qu'on souhaite. Mais voilà, sur le coach, on va partir un peu sur les joueurs emblématiques. Tiens, je t'ai mis une petite photo et je t'en ai mis 4. Est-ce que... Alors, on a, il me semble, si j'ai des bons yeux, Santi Cazorla. Tout à fait. On a Diego Forlán. Oui. Et après, les noms, mais les visages ne me sont pas connus, mais je vois pas c'est qui. D'accord. Enfin, Alors, je n'arrive pas à mettre de nom sur ces deux joueurs. Là, il y a un gardien c'est ça. et là, je ne vois pas, ouais. Ok. Alors, celui en haut à gauche, c'est Juan Román Riquelme, donc Ok. le plus grand joueur de l'histoire du club pour beaucoup, qui est arrivé alors, on est dans les années 2000, hein, de 2003. Donc, c'est le maître du jeu de Pellegrini. Ensuite, à droite, tu as eu la bonne réponse avec que c'était Diego Forlán. Donc, le goléador, comme on pouvait Magnifique joueur. l'appeler. Magnifique, ouais, j'ai pareil adoré. Donc, meilleur buteur de Liga quand même en 2005. Duo mythique avec Rico Helme, donc son joueur qui est sa gauche. Il ne faut pas oublier quand même, bah, on le voit sur la photo, soulier d'or européen quand même. Donc, très très bon joueur. En bas à gauche, le gardien, donc c'est vrai que tu me l'as pas trouvé. Et ben écoute, Ouais. je pense que quand je vais te donner le nom prénom, tu vas dire mais oui, Ouais. Pepe Reina. Ah bah oui, bah c'est bon, oui, effectivement. Pepe Reina, c'est bon, Voilà. c'est bon. Je vois Donc, c'est qui. donc le gardien phare du début des années 2000.
important dans les parcours européens, très populaire également chez les fans. Et sur la droite, tu me l'as dit tout à l'heure, c'était Cazorla, Santi Cazorla, voilà, tout à fait. Donc c'était la bonne réponse. Donc encore un exemple, un joueur formé à Villarreal qui a fait 2 passages aussi, lui, de 2003-2011 et de 2018 à 2020. Oui. Donc voilà, il y en a d'autres hein, aussi, je peux t'en nommer. Il y a aussi Marcos Senna, Bruno Soriano, On a eu Giuseppe. Robert Pires aussi qui est passé dans Oui, ce il y a eu club. du Robert Pires, c'est vrai que je l'ai pas noté, mais en français, ouais. Giuseppe Rossi, Pau Torres, Gérard Moreno, Rodolfo Arruabarrena, Guil Franco, voilà, Et aussi, on a un petit Étienne Capou aussi, je pense que tout le monde s'en Oui, souvient, sur ceux qui avaient oui, vu le match de l'élimination contre le Bayern, parce oui. que il avait été extraordinaire sur cette rencontre. Mais voilà, et même élu homme du match lors de la finale d'Europa League en 2021, et l'un des joueurs clés du grand succès des dernières années. Donc voilà un peu les grands joueurs de Villarreal. Après, les passionnés me diront peut-être d'autres noms. Moi, c'est ce que j'ai pu retenir de ce que j'ai retenu. T'es un peu d'accord sur le choix ou Ah pas? oui, Oui, clairement. Oui, oui, ouais, totalement. Totalement. ok. Ok. Bah, Ouais, surtout Farlane. ouais, Forlan, ouais, c'est clair que c'était l'attaquant qui nous a tous fait rêver un peu dans Ah les ouais. années 2000. Hein. Donc voilà. Au niveau de l'effectif, alors excuse-moi, ça risque d'être peut-être un peu petit pour toi, comme je t'ai dit tout à l'heure. Alors au niveau de l'effectif, ils sont sur un effectif de 27 joueurs pour 3 Mhm. compétitions, avec un âge moyen quand même de 26,3 ans. Donc on est quand même sur une équipe pas très très jeune, Ouais. mais avec beaucoup d'expérience. Joueurs étrangers, on est environ sur 51%, donc il faut quand même compter sur une équipe bien espagnole. De toute façon, on le voit sur les drapeaux qui sont présents. Et au niveau de l'équipe, on est quand même une équipe estimée à environ 280 millions d'euros. Donc quand même assez intéressante. Bon, voilà. Après, au niveau des joueurs, il y en a certains qu'on connaît. Pépé, Mhm. Nicolas Pépé, je veux dire, Ouais. on l'a connu. Moi, je l'ai connu Renato aussi un Veiga, peu. Voilà. Nico Vena, Taté. tout à fait. On va en parler justement après de ce joueur. Il y a un petit français quand même, Kamboala et Willy. Donc après, personnellement, je ne le connais pas. Moi non Mais, plus. mais en tout cas, c'est le seul Français qui est dans cette équipe. C'est vrai que tu l'as dit, on avait Renato Vega, un joueur qu'on était dessus à un moment donné, Mhm. qu'on était intéressé. Ben, ça va nous permettre de voir un peu ce qu'il donne. Mhm. Parce que je crois qu'ils l'ont en prêt, mais avec une option d'achat obligatoire à la fin. Ou je crois qu'il y a une histoire comme ça avec ce joueur. Il y a un petit milieu de terrain aussi qui s'appelle Pape Gay, que j'ai pu Ouais. voir sur certains matchs de Villarreal. Très, très intéressant et qu'il faudra bien surveiller parce que c'est une belle petite pépite. Au niveau du mercato et des joueurs qu'ils ont eu, donc au niveau des départs, bah, je pense qu'ils ont perdu carrément toute leur Ouais. attaque, aussi bien de gauche à droite au milieu. Donc Alex Bena qui est parti à l'Atlético Madrid, Tierno Barry à Everton et Jérémy Pino à Crystal Palace. Donc c'est le trois plus grand nom et les trois titulaires qu'ils avaient. Ils ont été malins, ils ont quand même fait un recrutement un peu pour remplacer tout le monde. On va parler par le premier, c'est le joueur qui était à l'Olympique Lyonnais, qu'on a quand même un peu tous vu et connu, Georges Mikotadze. Ouais. Euh, Profil très intéressant. Et perso, moi j'ai trouvé, tu me donneras ton avis, grosse surprise quand même de le voir partir à Villarreal. Ouais. Ouais, personnellement, ouais, parce que bon, je pense il aurait peut-être plus aspiré à aller dans un club un petit peu plus huppé. Mais après, pourquoi pas Villarreal, hein, c'est pas pour dénigrer, attention, mais j'ai été surpris. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'était la grande surprise, mais en tout cas, ça fonctionne bien là-bas, parce que je crois il est meilleur buteur du club et son arrivée leur a fait du bien. Ils ont recruté aussi un ailier gauche au nom de Alberto Molero.
Et on l'a dit tout à l'heure, Renato Vega. Et aussi, il y a le petit Thomas Partey qui était Mhm. à l'Atlético Madrid, après qui est parti à Arsenal. Et au Ouais, final, que je vois qui est arrivé en transfert libre, donc un milieu défensif aussi, pareil, très intéressant, je trouve, ouais, dans son profil et qui sera à surveiller et à voir s'il est titulaire face à nous. Mais il y a quand même ils ont quand même une bonne petite équipe qui peut quand même nous poser des problèmes sur la confrontation. ouais, oui, oui, quand même. Ouais, Donc, franchement, c'est pour ça que je, je suis d'humeur assez méfiante face à cette équipe. ouais, c'est ça, parce que bon, on va en parler, mais la confrontation contre Dortmund était un peu leur dernier match pour espérer encore quelque chose, parce que les résultats au préalable ont été un peu plus mauvais. Au niveau voilà, de l'équipe, c'est tout ce qu'on peut un peu dire, à part si tu veux parler d'un joueur spécifique. Mais Non, pas particulièrement, mais ouais, c'est déjà ce que tu me montres en termes d'arrivée, c'est déjà pas mal, hein. c'est vrai, les niveaux d'arrivée, ouais, c'est très très intéressant et ils ont quand même bien remplacé les joueurs qui sont partis. Au niveau de la saison dernière, donc du coup ils finissent cinquième de la Liga. Alors cette place, ce qui est fou, c'est qu'ils ont été cinquième à partir de la 16e journée jusqu'au bout. Ils ont fait tout Ouais, le temps cette position, jamais remonté plus haut, plus bas, cinquième. Et donc, c'est la dernière place qualificative en Ligue des Champions en Espagne. Donc, ils sont sur 20 victoires, 10 nuls, 8 défaites. Ils terminent égalité de points avec l'Athletic Bilbao qui avait 70 points, finissant quatrième, donc avec la différence de but. Donc, qualification en Ligue des Champions, bien sûr. Au niveau de la Coupe du Roi, bon, ils sont éliminés au second tour, donc ça a été vite ouais. bâclé. Et il n'y avait pas de compétition européenne la saison dernière. Donc voilà. Par contre, on va partir sur la saison du coup actuelle. Donc un club quand même qui est en bonne forme quand même en Liga, Mhm. qui réalise quand même un début de bon, on est sur un début plus prolongé maintenant de saison parce que les semaines avancent. On est sur 8 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Alors je t'ai mis leur 12 premiers matchs. Ouais, Ils voilà, ils perdent contre l'Atlético et ils perdent aussi contre le Real Madrid, pardon. Bon, quand même deux équipes logiques un peu où la défaite ouais. était quand même annoncée. Mais sinon, après le reste, c'est que des victoires et des matchs nuls. Et ça leur permet de quand même finir actuellement à la troisième place avec 26 points. Excellente performance, hein. Mm, mm. Donc un bon début de saison de leur part, en espérant qu'après pour eux ça continue. Parce que juste avant de partir à la trêve, ils étaient quand même sur 3 victoires d'affilée. Comme il y a Ouais. Valence, donc je pense, je sais pas, moi je m'y connais pas plus en Liga, mais je sais, est-ce que contre Valence c'est leur derby à peu près? C'est ça, Ok, exactement. voilà. Donc du coup, une victoire dans le derby contre Valence. Et voilà, un peu leur début de saison. Et alors là, on est sur une équipe un peu à double visage, parce que les résultats sont bons en Liga, mais alors en Ligue des Champions, c'est tout le Ouais, contraire. ouais. Alors, on peut parler de leur tirage. Donc Tottenham, Juve, Manchester City, Pafos, nous, Copenhague, Ajax et Leverkusen. J'avoue que c'est pas un tirage facile. Je pense que tu étais d'accord avec moi. Oh oui, 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 quand même, ouais. Ouais, ouais. Large. Donc, Ouais, c'est pas voilà. facile. C'est pas facile. Donc, bon, ils ont, sur les 4 premiers matchs, ils sont sur 3 défaites et une victoire. Alors, la grosse Mhm. surprise dans ce lot, c'est quand même pas fausse Ouais, de perdre 1-0 là-bas. Je pense que les 3 points, c'était un peu obligatoire pour essayer de faire quelque chose. ouais, Mais après, bon, un petit match nul à la Juventus. J'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie, mais on l'a vécu aussi. ouais. Donc, mais par contre, là, c'était l'inverse. La Juventus s'est déplacée à Villarreal. Mhm. Mais voilà, après, bon, une défaite chez eux aussi contre Manchester City 2-0. Ils auront fait mieux que nous.
Donc, j'ai envie de te dire, une équipe qui arrive, qui va tout jouer et qui va devoir faire un résultat s'ils veulent encore espérer. Bah, ouais, en fait, là, je crois que parmi les résultats et le nombre de journées qui restent, je pense que c'est le match pour se relancer, hein. C'est ça. C'est un peu le match piège parce qu'après, bon, à Copenhague, ils peuvent peut-être quand même faire un résultat. L'Ajax Mhm. aussi est vraiment dans le dur Ouais, en fin du classement. Et Leverkusen, pareil, ça va pas ouais, être facile pour eux à essayer de faire un résultat sur ça. Donc bah, écoute, ça va nous permettre d'enclencher sur la rencontre du coup qui nous attend mardi. Alors, on n'a jamais joué en match officiel contre eux. ouais, Que ce soit dans les différentes compétitions. Il y a eu, je crois, des matchs amicaux, mais bon, voilà, on a ouais, toujours dit des matchs amicaux, ça compte que pour du beurre, c'est pas oui, ça dépend en plus. Puis je crois que c'était quand on était en Espagne en janvier lors des stages. Donc, tu as une préparation, tu as tout. Euh, Ton avis un peu sur la rencontre, comme ça, je vais te laisser un peu plus la parole sur ce point. Bah après, mon avis sur la rencontre, si on doit parler de ce que moi déjà j'attends de mon équipe, moi j'attends déjà ce qu'on se méfie parce que on sait très bien d'où sort ce club. Il sort d'un déjà, enfin il est issu d'un championnat qui est très très relevé, faut être honnête, avec un football quand même assez pour moi assez bon, pas aussi spectaculaire que la première ligue, mais on va dire un cran au-dessus. Maintenant, maintenant, moi, j'ai quand même un petit peu plus peur que le match contre l'Athletic Bilbao. Je suis honnête parce que c'est un club qui a souvent surpris et j'ai peur justement qu'on soit surpris face à cette équipe. Et j'attends énormément de méfiance de la part de mon club. Ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, on l'a dit juste avant, hein, mais c'est vrai qu'ils vont venir jouer un peu leur survie dans la compétition en Ligue des Champions. Donc, c'est un match qu'il va falloir prendre, être bah, sérieux et ne pas le prendre à la légère et qu'en se disant, bon, les 3 points sont déjà pris, ça va le faire. Même si c'est à domicile, qu'il y aura le 12e homme derrière. Oui, Mais c'est une équipe qu'il va falloir se méfier, qui va sûrement jouer, je pense, dans un bloc bas pour bien défendre et essayer de prendre aussi en contre-attaque. On l'a vu, comme tu l'as dit, avec l'Athletic Bilbao. C'est ce qu'ils ont fait, hein. Ils sont venus, ils ont joué bas et en contre-attaque, ils ont essayé. oui, Donc voilà, un match sérieux, convaincant aussi, parce que c'est ce qu'on attend un peu aussi du Borussia Dortmund au vu des derniers résultats. Comme on oui, l'a dit, on tourne l'émission ce jeudi, donc le match de Stuttgart n'est pas passé. Donc on verra un peu déjà ce week-end ce que ça donnera. oui, Mais, mais voilà, donc les 3 points sont primordiaux pour les deux équipes, parce que pour la survie de Villarreal et aussi pour Dortmund, euh, sécuriser sa place au moins en 16e de finale, parce qu'ensuite on enchaînera avec Bordeaux oui, et on ira faire un petit tour en Angleterre à Tottenham avant de recevoir l'Inter de Milan chez nous. Donc voilà, un match très important pour les deux équipes. Et on verra un peu ce que ça donne. On aura l'occasion, bah déjà, nous deux, d'y être et de mhm, vivre ce moment sur place. Donc ça va être un beau moment. Et au moins, on pourra vivre un match côte à côte parce que ouais, on l'a pas encore pu le vivre. Au niveau des transferts entre les deux équipes, bah écoute, il n'y a qu'un seul joueur. Je pense que ouais. tu dois te souvenir de ce nom. Oui, c'est Paco Alcacer. Voilà, c'est ça. Paco Alcacer qui nous avait quittés en janvier 2020 pour la somme de 25 millions d'euros. C'est le Ouais, seul transfert qu'il y a eu entre les deux équipes. Sinon, il y a strictement eu rien d'autre. Après, c'est vrai le Dortmund n'a pas tendance à faire trop son marché en en Espagne. Il y a Espagne. pas, Ouais. ouais, il y a eu Merino, mais quelques joueurs, mais c'est pas non plus le secteur privilégié. Bah écoute, on va finir l'émission avec le petit traditionnel prono. Et puis,
comme ça, on se quittera sur ça. Ton prono, du coup, sur la rencontre? Eh ben, écoute, on sait à peu près tous qu'on n'est pas, on va dire, excellent face aux équipes espagnoles. Donc, ça me fait un petit peu peur. Je m'attends pas à une large victoire comme l'Athletic Bilbao. Mais si je devrais être vraiment objectif, allez, je vais quand même signer pour une victoire de notre B4B 2-0. 2-0, ok, de ton côté. Bah écoute, moi je vais partir aussi sur une victoire de Dortmund. Moi je verrais peut-être un match avec quand même pas mal de buts. Je dirais un petit 3-1. Allez, pour Dortmund, on se mouille. 2-0 pour toi, Espérons. 3-1. Celui qui a le bon résultat, il paye la bière à l'autre, on va dire. Allez, avec Eh ben, plaisir. écoute Vincent, merci pour ton passage, pour être venu présenter avec moi Villarreal. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. En plus, vous avez vu, il y a un nouveau petit design qui est mis en place pour être encore un peu plus propre et que ça soit plus regardant quand on regarde l'émission. Et puis, de toute façon, les gens le verront déjà dès ce week-end avec les émissions qu'on va faire. Et puis nous, Vincent, on se voit mardi pour Tout ce à fait. déplacement pour Villarreal. Et puis on va passer une magnifique journée sur place en allant faire un petit tour au marché de Noël avant quand même pour, euh, Ah oui. pour profiter de la ville de Dortmund. Vincent, merci beaucoup. Passe Ben, c'est moi. une bonne soirée. Et puis, j'ai envie de te dire à demain. À Tchuss! demain. Tschüss.